Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Virginie. Virginie qui va nous expliquer une histoire extraordinaire, comme je les adore. La force de caractère, la décision. Quand on décide, tout devient facile, enfin facile en guillemets, mais en tout cas, il y a un processus physiologique et biochimique qui se met en place. Et donc forcément, le résultat en découle également. Donc elle va nous raconter comment elle a fait pour arriver à perdre 38 kilos. Bientôt 38, hein, mais 33 kilos jusqu'à maintenant, en 8 mois de temps. Donc voilà. Donc bonjour Virginie. Bonjour. Fabrice. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vivais le fait d'avoir 33 kilos en trop dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu en es arrivé là déjà à avoir ces 33 kilos supplémentaires? Est-ce que c'était suite à une maladie ou est-ce que c'était suite parce que tu mangeais un peu trop de temps en temps ou tout le temps parce que tu es réfugié vers la nourriture? Voilà, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Je crois que ça a été un concours de beaucoup de choses en même temps, en fait. Déjà, j'ai eu une maladie thyroïdienne qui n'a pas été décelée. Okay. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec ce qu'on appelle un Hashimoto, et qui est facteur de prise de poids. Déjà. Donc, déjà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'adore cuisiner, j'adore manger. Donc, je ne peux pas le nier, et je combats là-dessus toujours. Si on grossit, en général, c'est qu'on mange trop, ou qu'on ne brûle pas suffisamment les calories qu'on a mangées. Donc, hormis problème métabolique, voilà, je mangeais trop, clairement, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire, quand tu dis, je mangeais trop, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que, voilà, ça peut être un peu déstabilisant de dire ça. Tiens, je mangeais trop, mais je ne m'en rends pas compte. Comment on peut manger trop et pas s'en rendre compte? Je ne mangeais pas en conscience, déjà. Ok, voilà, d'accord. Je mangeais, et puis voilà, ce qui me faisait envie au moment où j'en avais envie. Et je ne connaissais pas les valeurs caloriques des choses. Je pensais, par exemple, je mangeais un crackers, et je pensais que c'était bien de manger un crackers plutôt que de manger un chips, une chic, un machin. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu le déclic et que j'ai commencé à faire régime, j'ai suivi mes calories, j'ai suivi les valeurs nutritionnelles des aliments, mais pas seulement juste les calories au 100 grammes, aussi les glucides, les protéines et les lipides. Et là, je me suis rendu compte que je favorisais de façon spontanée, parce que c'est mes goûts, tout ce qui était féculents, farine, crackers, c'est des choses comme ça, et qu'en fait, au final, quand je mangeais 2 petits paquets de crackers, j'avais mangé pour 500 calories, et moi, je croyais avoir bien fait. Ok, d'accord. Et donc, finalement, je mangeais de trop, mais je choisissais aussi mal les choses. Ça, plus la maladie thyroïdienne, ça a été une explosion. Vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à grossir petit à petit pour me retrouver à 24 ans, je faisais 130 kilos. D'accord. Comment tu le vivais, ça, vivre comme ça, avec 120 kilos comme ça Affreusement mal. C'est-à-dire le regard de l'autre? Oui, je suis quelqu'un de très sportif, de très énergique, et le regard de l'autre et les limitations physiques. Donc, je faisais du taekwondo, j'adorais ça. Évidemment, quand on fait 130 kilos, on peut pas faire du taekwondo, c'est pas possible. On se fait mal, on se blesse, donc ça, c'était difficile pour moi. Le fait aussi d'être avec mes enfants et de pas savoir m'en occuper comme je voulais, de pas savoir jouer comme je voulais avec eux. Et puis la société qui n'est pas adaptée aux personnes obèses, qui considère que si on est obèse, c'est qu'on est idiot, parce que si on était intelligent, on ferait un régime, qu'on est fainéant. D'accord. Parce que si on était courageux, on se prendrait en charge, qu'on n'a pas d'estime de soi, pour les mêmes raisons. Et donc finalement, dans la société, c'était vraiment difficile à vivre. Je le sentais, je le voyais, le regard des gens. On me disait, c'est dans ta tête, mais c'était pas dans ma tête, parce que je vois que maintenant, le regard des gens a changé. A changé. Et donc... Parce que les gens mettent des étiquettes, tu veux dire, oui. En fait. C'est-à-dire que les gens voient une personne qui est obèse, ben voilà, celle-là, elle mange trop. On le fait tous. On le fait tous. On le fait tous. On juge les gens, en fait, quelque part. Oui. On trouve un sujet de conversation, quelque part, qui peut nous valoriser, nous, en détruisant l'autre, quelque part. Oui. C'est se dire, tiens, voilà, elle est grosse, vraiment pour se dire, elle se respecte pas, moi je me respecte. Oui, peut-être aussi. Puis c'est la facilité aussi de mettre les gens dans des cases. Hein. La société d'aujourd'hui, elle met les gens dans des cases. Donc, t'es gros, t'es fainéant, ou t'es idiot, ou t'es pas courageux, ou voilà. Donc j'étais toujours obligée d'être très drôle, ou très inventive, ou très originale, ou il fallait toujours que je sois très quelque chose. Pourquoi? Pour déplacer le regard? Oui, voilà, pour que je ne sois pas la grosse, mais que je sois la comique, ou la très tatouée. C'était vraiment, il fallait trouver... C'était inconscient, mais quand on analyse ça, il fallait être mieux, toujours, mieux. C'est un peu comme tu me disais tout à l'heure, à un moment donné, tu t'es fait des tatouages justement pour se dire, c'est plus la grosse, c'est la femme tatouée. Donc déplacer en fait l'attention des gens du poids sur les tatouages. Oui.
Et pour toi, en fait, quelque part, ça te faisait quoi de voir que les gens s'attendaient plus sur les tatouages plutôt que sur ta corpulence? Ben, ça soulage, parce que l'attention des gens est mise sur autre chose. Okay. Maintenant, les tatouages n'apportent pas des meilleurs regards. Non. De façon générale. Mais quelque part, j'avais l'impression d'avoir un contrôle sur ça. Ah oui. Je ne suis pas tatouée que pour ça, parce que il y a eu un moment aussi où j'ai eu envie de dire au monde, voilà, je suis comme ça et on me prend comme ça. Mais en même temps, j'arrivais quand même pas dans ma tête à me dire je suis grosse. Okay. Donc je me suis dit à un moment donné, c'est pas grave, t'es grosse, y a pas de problème, tu restes comme ça et ils n'ont qu'à t'accepter comme ça et tu t'assumes. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était même pas les autres qui me posaient problème à partir du moment où j'avais pris cette décision-là, c'était moi. Je ne m'aimais pas comme ça, je ne me sentais pas comme ça et c'était pas moi. Okay. C'était pas moi. Je me regardais, je me disais mais ça ne correspond à rien de ce que tu as envie. Un mal-être profond, en fait, oui. Quelque part, que tu, on va dire, que tu portais toute la journée, en fait. Une souffrance. Ah oui. Physique et mentale. Ah oui, c'est ça, évidemment. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, voilà, donc tu vis ça, et puis il y a une décision qui se passe dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour pouvoir changer tout ça, toi? Ah ouais, moi, j'y suis allée à la plaine de jeu avec mes 4 fils. D'accord. Et déjà, dans cette plaine de jeu, il y a des chaises avec des accoudoirs sur les côtés. Et je me suis assise et je ne savais pas m'asseoir parce que j'avais les fesses trop larges. Donc déjà, cette journée-là, elle tombait un peu dure. Quand on s'assied à table pour boire le café du matin, c'était un petit peu frustrant. Et puis on est allé au toboggan. Et là, au toboggan, mes enfants ont voulu que je monte. Et je suis arrivée en haut du toboggan et je ne glissais pas. Donc je ne descendais pas le toboggan, j'étais trop grosse. D'accord. Et là, je me vois en haut de mon toboggan me dire, c'est fini. Je ne veux plus. Là, c'est fini. Voilà. Là, c'est la décision. Ouais. C'est fini. Je suis quelqu'un quand je suis décidée, en général, vraiment très fort, je fonce. Et là, je me suis dit, c'est terminé. Tu ne restes plus comme ça. Et première idée, parce que c'est la facilité, bien que ceux qui ont eu un bypass crient non, ce n'est pas facile. J'en ai eu un. D'accord. Qui n'a pas fonctionné. Ok. J'ai perdu 60 kilos, je les ai repris. Waouh. En 1 an et demi. Ok, donc c'est-à-dire que tu perds 60 kilos avec un bypass, et puis, boum, ça ne fonctionne pas, tu reprends. Pourquoi tu reprends? Parce qu'en fait, le chirurgien qui m'a opéré a mal opéré. À l'époque, il y a plus de 10 ans, on n'était pas très habitué au bypass dans la région, et il a mal suturé et il a fait un estomac beaucoup trop grand. Donc au début, l'effet psychologique du bypass disait je ne peux pas manger, donc je ne mangeais pas. Puis l'entraînement des choses faisant qu'en ayant perdu 30 kilos, on est euphorique et donc on continue à ne pas manger. Et puis à partir du moment où on s'habitue, comme avec tout, on s'habitue au bypass et puis on commence à oser à manger plus. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut manger plus. Et comme le bypass, c'est pas une solution, c'est juste une entrave, en fait. Ah oui. Le bypass, c'est juste une entrave, c'est pas une solution. Et ben, à partir du moment où l'entrave tombe, on se retrouve sans solution et on grossit. Et c'est le cas de plus de 80% des gens qui ont des opérations de l'estomac, des chirurgies de l'obésité. Aujourd'hui, on arrive à avoir un recul par rapport à ça. Hein. Qu'on n'avait pas à l'époque. C'est ça. Et donc, première solution sur mon toboggan, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas trouver un spécialiste et tu vas faire ton bypass. Parce que maintenant, les spécialistes, il y a des spécialistes de la réparation du bypass maintenant. Ah. Tellement il y en a eu qui ont été mal faits. Okay. Donc, on a été jusqu'à Bruges, c'est un éminent chirurgien, ça a été aller-retour avec mes 4 enfants. Le petit dernier allaitait, il avait des 6-7 heures de retard d'attente dans la salle d'attente, alors qu'on avait encore 2h40 de route retour après. Et on a programmé une intervention du bypass pour le 21 juin, jour de la musique. D'accord, ok. Et donc, pour pouvoir passer le bypass, je devais faire 3 semaines de régime au préalable. Il exigeait que j'aie perdu entre 3 et 5 kilos avant le bypass. C'était une preuve de l'intention de faire la volonté de faire la démarche. C'est ça. Donc, pour ce faire, j'ai vu une diététicienne de son équipe qui m'a d'abord, pendant une semaine, fait noter tout ce que je mangeais, au gramme près, en me disant, vous mangez comme d'habitude, je ne vous demande pas de faire régime, vous notez tout ce que vous mangez. Et après, j'ai dû lui envoyer la semaine complète de tout ce que je mangeais, de tout ce que je buvais. Devant noter, j'ai fait attention. Pas trop, mais j'ai fait attention. Et quand elle m'a réécrit, j'ai été sous le choc. Elle m'a dit, vous mangez 2700 calories par jour, en moyenne. Et j'avais fait attention. Wow. Et là, je me suis dit, wow, exactement. Et donc, j'ai suivi les 3 semaines de régime que le chirurgien avait donné, que la diététicienne m'avait prescrit. Et en 3 semaines, j'ai perdu 9 kilos. Il en attendait entre 3 et 5. Wow. Et donc, le matin de l'opération, je suis arrivée là avec mes 9 kilos en moi. J'étais très fière, j'avais perdu 9 kilos, j'avais l'impression d'avoir refait le monde.
Et on s'est levé très très tôt dans la nuit. On a été jusqu'à Bruges, on a fait toutes les démarches d'inscription, j'étais dans la chambre. Et il était 7h15, par là. Et l'infirmière est rentrée, elle a terminé de me préparer, j'avais ma blouse d'opéré, mon bracelet. Et elle m'a dit, voilà, dans 5 minutes, on vient vous chercher, vous ne bougez pas. Et moi, depuis 3 semaines, ça gambergeait quand même un petit peu. Je me disais, finalement, tu perds toute seule. Finalement, tes 2700 calories par jour, c'était abusé. Et ça avait quand même fait un peu le chemin. Et puis là, à 7h15, ils sont pas venus. 8h15, ils sont pas venus. À 9h15, ils sont pas venus non plus. Ouais. Alors à 9h30, j'ai commencé à regarder mon mari. J'ai dit, écoute, ça gambergeait. Je pleurais. J'arrêtais pas de pleurer. Je suis pas quelqu'un qui pleure comme ça. Et je me suis dit, mais t'as rien à faire là, en fait. T'as rien à faire là, c'est pas ta solution, c'est pas tes valeurs, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Tu l'as déjà fait une fois. T'as bien vu que c'était pas drôle du tout et qu'en plus, ça n'a pas fonctionné. Et t'y arrives toute seule depuis 3 semaines. Et ça l'idée a vraiment fait son chemin entre 9h15 et 10h30 du matin. Et au fur et à mesure où elle n'arrivait pas, l'idée, elle a vraiment pris de la grandeur. Et j'ai fini par sentir dans tout mon corps que j'avais l'impression qu'il fallait que je m'enfuis au plus vite. Et je suis partie. Ah oui. J'ai dit à mon mari, on fait les valises, on s'en va. Waouh. Donc elle est partie. Donc tu es partie. En fait, tu as laissé tout ça là. J'ai tout laissé là. T'es partie en chemise de nuit. En chemise de comme une voleuse. J'ai laissé un mot. T'as laissé un mot en disant... Il y avait le mot d'inscription de satisfaction de l'hôpital, là, et j'ai laissé un mot, j'ai dit, voilà, excusez-moi, ça fait 3 semaines que je réfléchissais intensément, que j'étais pas sûre de mon choix, et les 3 heures durant lesquelles vous m'avez laissée toute seule dans cette chambre m'ont permis d'aboutir à la décision finale. Waouh. Et j'ai une amie qui est kinésiologue, et qui m'a dit, je pense que tu devais aller jusque-là, parce que tu devais toi-même décider que tu n'aurais pas de bypass. Parce que jusqu'à ce jour-là, je regardais tous les gens avec des bypass et je les jalousais. Ça me faisait mal parce que je me disais, regarde celle-là, elle a la même chose que toi, mais elle, ça marche. Ah oui. Ou lui, ça marche. Okay, et pas moi. Et je pense qu'en allant jusque-là, j'ai vraiment fait le pas de prendre ma décision, de dire, maintenant c'est ta responsabilité, tu la prends et tu décides de ne pas avoir de bypass. Et tu décides que tu vas le faire toi-même. Waouh. Et alors, ça veut dire que donc, tu es partie de l'hôpital et... Comme dans les films. Comme dans les films. Ah oui. Ok. Ton mari, je suppose qu'il était vraiment très... Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va mieux? Et toi, tu dis non. Décidé, t'es décidé. En fait, t'as pris ta décision. Il fallait plus revenir en arrière. C'est un point de retour. On s'est assis dans la voiture et je me suis excusée. J'ai dit, je suis désolée de t'avoir fait faire tout ça pour rien. Et il a ri et il m'a dit, après 20 ans de mariage, ma chérie, tu m'en as déjà fait des pires. Donc... ouais. Et alors, comment ça se passe alors après donc tu pars. C'est violent. Qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est la chute dans le vide. C'est-à-dire? Déjà, il faut rentrer à la maison et il faut dire aux gens pourquoi on n'est pas à l'hôpital. Il faut aller chercher les enfants à l'école, alors que tout le monde sait qu'on est à l'hôpital. Oui. Et j'avais dans la tête cette idée que si j'annonçais à tout le monde, j'ai pas fait le bypass, j'ai pas voulu, on allait me dire, mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'a pris? Et on allait me dissuader. Ah. Les gens, ils aiment bien ça, quand on a une décision en tête, dissuader les autres. C'est comme si tout d'un coup, ils avaient besoin de mettre un mot là-dessus. Et donc, je suis rentrée, j'ai tout simplement dit à tout mon entourage, sauf à mes parents, que l'intervention avait été reportée. Ok. Pour cause de problèmes en salle. Pour éviter, en fait, tous ces jugements. Hein. Je ne voulais pas qu'on tente de me dissuader. Et moi-même, je m'en voulais énormément de l'avoir fait. J'ai eu une période de flottement de quelques jours où j'étais un peu dans un moment surréel, où je me réveillais le matin en me disant « T'as été opérée ?» « Non, t'as pas été opérée. » Enfin, j'étais programmée pour faire ça. Et je suis partie vraiment, c'était comme une fuite de survie, quoi. Ah oui, ok. Et donc ça a été dur, les premiers jours. D'accord. Et après, il y a un processus qui se met en place. Oui. Comment ça se fait? Tu perds 33 kilos en 8 mois. Oui. Comment t'as fait? Parce que voilà, c'est un peu... les gens qui nous écoutent, je suis certain que ça va être très intéressant pour eux aussi. Hein. C'est de savoir comment Virginie a fait. Eh ben, j'ai téléchargé sur mon téléphone, sur mon smartphone, une application qui s'appelle Les Secrets du poids. Et en fait, elle permet de rentrer à tous les repas ce qu'on mange. Il y a toutes les marques qui existent, il y a même le McDo, il y a même... Et donc, en fait, je me suis dit, pendant quelques semaines, tu vas pas vivre comme ça pour toujours, mais pendant quelques semaines, tu vas rééduquer ton esprit sur ce que vaut la nourriture en termes de calories et en termes de nutriments, micronutriments, nutriments. Et donc, en fait, à chaque fois que je mangeais, je rentrais ça là-dedans et je disais, oh, c'est ça. C'est une prise de conscience, en fait. Voilà, j'ai calculé parce que chacun a son propre apport calorique. Donc, il y a un apport calorique pour perdre,
Un apport calorique pour stabiliser et un apport calorique pour grossir. Selon son poids, son sexe, son âge, il y a des serveurs qui permettent de calculer quel est l'apport calorique idéal. Parce qu'on dit une femme de 1100 calories par jour. Oui, mais est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle bouge pas? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est... Bon. Il y a plein de facteurs qui... Voilà. Donc j'ai calculé ça et j'ai choisi de ne pas dépasser mon apport calorique appelé de déficit. Donc il faut être en déficit calorique par rapport à ce qu'on dépense pour perdre. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai été sur mon application tous les jours, j'ai mis une limite de, moi c'était 1780 calories. Quand j'arrivais à 1800 ou 1900, je ne me rendais pas malade. C'était pas quelque chose d'obsessionnel, mais je tentais de ne pas le dépasser. Et dedans, j'avais calculé alors combien moi j'avais besoin pour mon corps et pour ce que je mangeais de glucides, de protéines et de lipides. En tentant de diminuer un maximum les glucides et d'augmenter les protéines et de choisir des lipides sains. Du saumon, de l'avocat, du bon bœuf, de l'huile de coco, des choses comme ça, des choses qui sont grasses mais qui sont des amandes, qui sont grasses mais qui sont des bonnes graisses en fait. Oui. D'accord. Et donc en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure où je voulais manger des choses que quand je les remplissais dans l'application, je me disais non, t'as droit à 1780 calories. Si tu manges ce truc, t'en as 500 parties. Ça veut dire que il t'en reste 1200 pour finir ta journée et t'as juste mangé un paquet de crackers. Non, tu laisses tomber, t'en as pas besoin, ou alors tu le manges au repas avec du tzatziki ou un machin comme ça, et tu le mets à profit à des moments où tu es censé dépenser 500 calories, mais pas comme ça. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, je mangeais souvent, beaucoup, peut-être des petites quantités, mais vraiment sans me rendre compte que c'était super calorique. Okay. 4 nuggets du McDonald's, c'est 290 calories. Wow. C'est gigantesque. Moi, j'en mangeais 10, j'avais faim. Donc, on réalise pas, non? C'est ça. Donc, je veux dire que cette application t'a permis de prendre plus conscience de ce qui se passait dans ta vie. Tout à fait. Des comportements. Et donc, ça, finalement, ça t'a quoi? Ça t'a boosté à garder ce processus d'engagement dans lequel tu t'étais fixé toi-même? Ça m'a éduqué, en fait. Voilà, ça a vraiment éduqué mon esprit à ce que valait la nourriture, aux calories que valait la nourriture. Et ça a redressé aussi le comportement en disant, j'ai banni les choses qui étaient des calories que j'appelle vides. Donc j'ai banni les chics, les boissons sucrées, des choses comme ça, parce que c'est des calories qui servent à rien. Maintenant, si les gamins ont un paquet de chics, j'en prends une. Oui, c'est pas grave. Avant, j'en aurais pris 20. C'est ça. En fait, c'est un peu l'idée, c'est de se dire que c'est pas le fait de manger, je pense, hein, en tout cas, je sais pas si tu vas me confirmer ce que je veux dire, mais c'est ce que je dis souvent, moi, ici au cabinet, c'est pas le fait de manger qui pose problème, c'est pas le fait de trop boire c'est pas le fait de boire qui pose le problème, c'est pas le fait c'est le fait de le trop. Voilà. Les gens, en fait, se focalisent sur je dois arrêter de manger. Non, c'est pas le fait de manger qui pose problème, c'est le fait de trop manger. Et là, cette application t'a permis à toi de regarder que tu te disais, de prendre conscience. Voilà. Tout ce trop m'a amené à 33 kilos de trop. Et donc, aujourd'hui, j'enlève ce trop pour pouvoir me réguler et d'arriver à une stabilité, aussi bien psychologique que physique. Ouais. Ah oui. On y travaille. Ah oui, en même temps, je crois que voilà, les gens, comme on dit, hein, les gens se mettent dans la tête de faire régime toute leur vie, et souvent, ils ont perdu plus de 100 kilos sur une vie. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur le fait de arrêter de manger. Ouais. Alors que, voilà, on peut pas arrêter de manger, c'est pas possible. On a besoin de manger pour vivre, mais si on enlève ce trop, j'ai envie de manger un morceau de chocolat, c'est pas grave, je le mange. Mais si j'ai un deuxième que j'ai envie, c'est là de se dire, est-ce que c'est bien nécessaire ce que tu vas faire pour l'instant? Voilà, prendre plus de conscience de ce qu'on fait. Parce que comme je dis souvent aux gens, est-ce qu'on mange dans un restaurant gastronomique de la même manière qu'on mange dans un restaurant italien? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce respect du produit. Et donc, si on respectait le produit, en fait, on mangerait beaucoup plus lentement et le niveau de satiété arriverait beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, on retrouverait une stabilité, hein, plutôt que de se goinfrer comme la plupart des gens font. Oui. Je ne savais pas laisser une assiette non finie. Oui, parce que ça aussi, ça vient de l'éducation, quelque part. Hein. Nos parents qui nous disaient « Finis ton assiette, il y a des gens qui meurent de faim, ton père travaille dur pour avoir ce que tu as. » Oui, ok, mais aujourd'hui, nous sommes des grands garçons, des grandes filles. Et je veux dire que si je me rends compte qu'aux 3/4 de l'assiette, j'ai plus faim, pourquoi continuer à manger? Parce que c'est ce trop... Oui, c'est sûr que dans ce moment précis, une assiette, manger un petit peu, c'est pas grave, mais c'est l'accumulation qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve devant le miroir et on se dit « Mais d'où ça vient tout ça ?»
C'est vraiment ça, c'est l'accumulation de petites choses. Alors on a l'impression comme ça, moi je disais toujours, mais je mange pas beaucoup. Je comprends pas pourquoi je suis grosse. Et je vois encore des gens autour de moi qui continuent à me dire, mais je ne mange pas tant, tu sais, je ne mange pas tant. Et au final, quand je leur dis, mais télécharge l'application, vas-y, ne te mens pas à toi-même. Moi, je veux pas savoir ton résultat, ne te mens pas à toi-même, mais télécharge et compte. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, j'avais l'habitude tous les jours à 4 heures de ceci ou de cela, et puis je me suis rendu compte, oh mon Dieu, mais c'est énorme. Et finalement, je remange de tout. Oui, mais en quantité restreinte et au bon moment. C'est-à-dire que je mange pas à 11h du matin ou 10h du matin, et si j'ai vraiment très faim entre repas, je mange une banane, une pomme, ou un cracker, c'est pas tout le paquet. Oui, mais j'essaye de cibler, quoi. Je pense que tout vient, je ne sais pas si tu vas confirmer ce que je vais dire, mais tout vient du respect de soi-même. À partir du moment où je mange plus que ce que mon corps a besoin, je ne me respecte plus. Et comme je ne me respecte plus, eh bien lui, il ne nous respecte pas. C'est de l'autodestruction, de façon inconsciente. Mais c'est... Oui, et des fois, c'est aussi un échappatoire. Hein. Oui. D'aller manger par compensation, par vide émotionnel, par manque affectif, enfin, peu importe, par énervement. C'est se reblesser une deuxième fois. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais une contrariété ou quelqu'un qui me contrariait ou une altercation ou quoi, j'avais tendance tout de suite à me réfugier dans la nourriture, c'était rassurant. Et à l'heure actuelle, la phrase qui me vient vraiment systématiquement dans la tête, c'est on t'a fait mal, ne te refais pas mal une deuxième fois, tu te punis. Et donc finalement, c'est vrai que ça m'a vraiment... Ça prend conscience. Hein. Oui. C'est comme je dis exactement aussi, toujours en thérapie, hein, c'est que vous avez déjà un problème. Alors ne vous rajoutez pas un nouveau problème. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Elles arrêtent de fumer et la plupart du temps, les gens reprennent une cigarette parce qu'ils sont énervés ou à coup dur. Ok, mais est-ce que c'est la cigarette qui règle le problème? Non. Est-ce que c'est la nourriture qui règle le problème? Non. Ça rajoute un nouveau problème. Donc, et comme on est encore plus frustré, eh bien, on mange encore plus. Parce que c'est un peu le chat qui se mord la queue. Hein. Voilà. On est énervé, on va manger. On se rend compte qu'on a mangé, on se dit « Ah, mais je vais encore prendre du poids. » Boum, on est encore une fois énervé et on recommence. C'est une spirale. On se dit, oh, tant qu'à faire, j'ai déjà mangé le hamburger, mangeons aussi les frites qui vont avec. On n'est plus à ça près. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je ne me dis plus jamais, on n'est plus à ça près. Donc quand je fais un gros écart, je me dis, c'est bon, maintenant, tu as fait ton écart, tu te tiens à couche un jour ou deux, quoi. Tu as une rigueur, en fait. Oui. C'est vraiment devenu, c'est rééduquer l'esprit. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de rééduquer l'esprit. Oui, donc ça veut dire que c'est devenu, je veux dire, dans un premier temps, c'était conscient, et maintenant, c'est devenu inconscient. Oui, au début, c'est un effort et puis ça devient une habitude. Exactement. Et à partir du moment où ça devient une habitude, ce n'est plus un effort. Plus facile. Pas tous les jours facile, mais c'est beaucoup plus facile, oui. Waouh. Eh ben, belle histoire, hein. Belle histoire, ce que Virginie nous raconte là. Alors maintenant, Virginie, ce qu'on fait toujours, c'est que je demande toujours à la personne que j'interviewe de donner un message. Donner un message des femmes ou des hommes qui nous écoutent ici et qui voudraient bien être comme toi. Ok, avoir cette volonté, ce caractère de se dire maintenant je décide et je reste sur cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire pour pouvoir être comme toi, de garder le cap? Je pense qu'il faut se respecter. C'est ça? Il faut... Décider de enfin se respecter? C'est compliqué parce que ça a été une décision tellement spontanée et naturelle. J'ai pas décidé de décider. Mais en tout cas, pour perdre du poids, c'est déjà, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut vraiment se regarder droit dans les yeux devant la glace et il faut se dire, faut être honnête avec soi et se dire vraiment qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne saurais pas changer. Et aussi, il faut être... comment est-ce qu'on dit? Quand on n'en veut pas à quelqu'un d'autre. Tolérant. Il faut être tolérant avec soi-même aussi. Tolérant, ne pas se culpabiliser quand on n'y arrive pas. Ok. Parce que ça n'arrange rien. C'est pas si grave finalement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs, je veux dire revoir ces objectifs peut-être? Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera tantôt. Si ça ne marche pas maintenant, ça marchera tout à l'heure. Et si j'ai fait une erreur maintenant, c'est pas grave. C'est maintenant, elle est faite. Je la laisse de côté et je recommence. Et j'avance. Je reste pas sur l'échec. Oui, voilà. Ne pas rester sur un échec. Ne pas se dire, voilà, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas, oh là là, et rester dessus en se disant, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. Et donc, justement, tant qu'on y est, alors, non. On l'a mangé, on l'a fait. Ok, on a eu beaucoup de plaisir à le manger. On le met derrière et on recommence. En fait, c'est recommencer. Tout le temps. Ne pas tomber, rester à terre. Toujours recommencer. Okay. Et il y a des jours où je mange du matin au coucher, où je perds complètement le contrôle, mais je le sais.
Et alors je me dis, ok, alors tu le fais en conscience, ok, c'est une journée noire, tu manges, et demain matin tu l'oublies, et tu recommences. C'est reparti. Oui. On se reprend en direct, on ne cesse pas aller. Et j'ai stagné parfois une semaine ou 2 ou 3, mais je n'ai jamais repris. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, merci en tout cas Virginie. J'espère que son témoignage va vraiment inspirer pas mal de gens ici qui nous écoutent, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, donner vos impressions, peut-être un mot d'encouragement pour Virginie qui continue comme ça, par rapport à ses efforts qu'elle a fait évidemment. Et voilà, si vous aussi vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous connecter à mes réseaux sociaux. Ils sont là en bas certainement, ils défilent là en dessous de vos yeux, en bas de l'écran. Et d'ici le prochain interview ou d'ici la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous et pensez que, comme d'habitude, tout vient de là. À bientôt.